Ah, c'est bon. Hein. Très bien, tout le monde est là. C'est parti. Alors, notre communication donc, s'intitule de l'ergonome praticien à l'ergonome formateur, l'expérience de la pratique au service de la formation des ergonomes. Donc, modestement, l'objectif, c'était d'essayer de vous faire part d'expériences un peu personnelles qu'on essaye de mettre au profit de ce qu'on essaye de transmettre dans le cadre de ces formations de futurs ergonomes. Voilà, de partir un peu de ce qui nous a interpellés à l'occasion de notre formation ou de notre première pratique, et de se dire finalement c'est peut-être ça un des ressorts de notre pratique au quotidien et qu'on va essayer de partager avec vous. Donc cette communication a été écrite à 2 voire 3 mains. Donc Nathalie présente avec moi, Sébastien, moi-même, et puis on a eu aussi l'aide de quelques relectures de Léonard, voilà, avec sa bienveillance qui a relu quelques-unes de ses planches. Alors, la question qu'on s'est posée, c'était effectivement qu'est-ce qu'on essaye de transmettre et quelle pourrait être la marque de fabrique d'un ergonome issu du CNAM. Et alors, on a réfléchi, on s'est dit quels pourraient être les plus petits, entre parenthèses avec des S, les plus petits dénominateurs communs, parce que il y en a probablement plusieurs. Alors quand Sébastien dit que ça a été coécrit, il est modeste, il a majoritairement rédigé, on a surtout échangé. Effectivement, l'histoire des plus petits dénominateurs communs, c'est le résultat d'échanges sur qu'est-ce qui faisait notre pratique et à partir de quel moment on divergeait ou sur quoi on se retrouvait. Moi, si je me suis embarquée dans cette aventure avec lui, c'est parce que j'ai qu'un an de recul sur cette pratique de tutorat. Alors je ne me mets pas encore déjà sur la formation, mais bien sur l'accompagnement. Et je me suis dit, je vais continuer à me former, pour le coup, à l'accompagnement. Ce sur quoi on est tombé d'accord de manière absolument indiscutable et très très rapidement, c'est pas ça qui nous a le plus mobilisé, c'est que notre objet, ce sur quoi on accompagne, c'est bien l'approche du travail réel. Jusque-là, on n'avait pas trop de difficultés. Tout le monde est d'accord ? Et on espère qu'on n'est pas à côté de la plaque, effectivement. Et qu'il fallait bien sûr commencer par comprendre les choses, comprendre le travail réel, en se dotant d'outils différents, pour arriver à la finalité de transformer. Là-dessus, aucun souci, complètement raccord. Ça, on partait plutôt bien. Les objectifs qu'on visait étaient des objectifs classiques, ça a été retravaillé, santé, performance, et une façon de se positionner dans les interventions, mais également de travailler dans les projets, avec des approches différenciées à chaque fois. Ça aussi, on était d'accord sur ce point-là, en utilisant des connaissances sur l'humain au travail, en utilisant des modèles qu'on partage globalement, pas surtout, parfois, il y a certains modèles qu'on utilise et qu'on convoque différemment, et puis des méthodes d'analyse. Jusque-là, tout allait bien, et on s'est dit, c'est bon, on peut bosser ensemble, on est d'accord, ça va, on est raccord. Le décalage qu'il y avait aussi, le décalage qu'il pouvait y avoir, qui moi me questionnait, je me disais, moi j'accompagne les Master 1, les Master 2, l'approche est différente, sur quoi on va se retrouver ou pas, est-ce qu'on s'intègre, est-ce que ça intègre ou pas. De mon point de vue, en tant que débutante, le travail de tutorat est un travail qui est une activité qui est assez difficile, assez délicate, assez complexe. Accompagner les apprenants nécessite soi-même, pour moi, d'avoir un certain nombre de points d'appui. Alors fort heureusement, on est au CNAM, les points d'appui sont relativement stabilisés, on n'est pas en train de monter une formation de toutes pièces. Et l'organisation, le cadencement notamment, et l'organisation telle qu'est prévue des séances de tutorat est un premier point d'appui, ça fait partie de notre prescrit. Et puis les points qu'on peut faire entre tuteurs également, alors plus ou moins formalisés au cours de l'année, sont aussi des moments d'appui ou parfois de tension. Je crois qu'hier, il y a des engueulades qui étaient évoquées sur certaines situations, mais ça fait aussi ressources, complètement. Et puis, ça permet de croiser sur un certain point, quand on est interpellé, par exemple, en séance sur tel ou tel point. Ah, mais vous utilisez tel terme, mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser, ou on nous a dit qu'il ne s'utilisait pas comme ça. Ça permet de débattre entre nous et de repartir avec une attitude relativement corporate, et de pouvoir, en tout cas, dire, si on n'est pas d'accord, expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Donc, gros point d'appui pour moi en tout cas, qui débarquait là-dessus. Autre point d'appui,
On a un référentiel entre les intervenants, les tuteurs, qui est partagé. On fait tous de l'ergonomie de l'activité, on a tous été formés à ça, et on intervient majoritairement, je ne connais pas exactement le détail de l'activité de mes petits camarades, on intervient majoritairement sur des questions d'activité. On a une même profession. Ça peut être l'objet de débat, mais on est tous consultants. Ce n'est pas complètement neutre. On partage une certaine manière d'intervenir avec des contraintes, avec des objectifs de transformation. Ça fait pas, on peut travailler différemment, mais on est câblé un petit peu de la même manière par rapport à la manière d'intervenir. Donc, avec un petit clin d'œil, il y a un nouveau partage de fondamentaux. On a la grille des fondamentaux, qui est l'un de nos prescrits établis par les tuteurs de M2, je crois, sur cette base-là, c'est notre prescrit, mais on partage aussi un certain nombre de fondamentaux. Alors, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Je pense que je suis autorisée à la communiquer. Lors des jurys de l'an dernier, il y avait une de nos collègues qui était tutrice de M1 qui n'a pas pu assister au jury. Elle était en train de pouponner. Et donc, il y a un membre des tuteurs de Master 2 qui a été rapatrié pour faire jury avec nous. On ne se connaissait pas spécialement. Donc, on était 2 tutrices de Master 1. Entre nous, on savait qu'on était à peu près raccord parce qu'on avait eu les points tuteurs. Donc, ça allait. Par contre, Master 2, on ne savait pas trop. Ils sont beaucoup plus exigeants, et puis ce n'est pas les mêmes choses que nous. Et puis, est-ce qu'on partage bien tout ensemble? Donc, clairement, la première présentation, ça a été un moment de se tester. Quand est arrivé notre tour de poser les questions, d'évaluer, on s'adressait à la personne qui présentait, mais on se jaugeait. J'avais utilisé un autre terme quand j'ai vérifié ce souvenir, mais on se jaugeait pour voir si on partageait bien les mêmes choses. Et fort heureusement, on partageait les mêmes choses. Donc on n'avait pas préparé spécialement ce jury-là, mais par contre, après ce premier jury, ça a déroulé, chacun avait trouvé son rôle, sa place, en fonction aussi de nos styles respectifs, parce qu'on n'est pas à cheval sur les mêmes choses. Eric, pour ne pas le nommer, par exemple, tout ce qui est de la dimension, notamment des chiffres, la rigueur par rapport à ça, les analyses, la précision sur la qualification des choses, extrêmement rigoureux. Moi, je vais être un peu plus chatouilleuse sur la manière dont on travaille avec les opérateurs, la place qu'on leur donne, les validations qu'on fait, etc. Et Héloïse, qui était la 3e tutrice, a également ses propres dadas. Mais au final, on s'est bien réparti les rôles et ça marchait bien. Donc, effectivement, rassurez là-dessus, on partage bien le même référentiel et je peux continuer. C'est pour ça que je suis revenue cette année, à venir ici, à dire « Ok, j'ai quelque chose à y faire, je suis bien dans la ligne ». Autre point extrêmement, de mon point de vue, important, pour l'accompagnement des apprenants, c'est les possibilités, à certains moments, qu'on s'organise en binôme pour vous accompagner, pour accompagner les étudiants. Parce que ça permet, au moins la première année, justement, de trouver ces repères dans l'attendu. Et ces repères, on les a pratiqués c'est les anciens qui nous les transmettent là aussi. Parfois, ils sont plus jeunes ou pas, mais c'est les anciens, ceux qui ont la pratique, qui nous transmettent ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas, comment on joue avec le prescrit qu'on demande aux étudiants et qu'on nous demande à nous, etc. Et puis les séances tuteurs entre nous sont également le moment de développer des choses. Donc tout ça pour dire que sur ces aspects-là, et ce sur quoi on est bien d'accord, et ce sur quoi Sébastien va poursuivre la suite, c'est sur le référentiel partagé et comment on le transmet, mais comment ça a parlé en chacun de nous. Effectivement, quand on a préparé avec Sébastien, on n'avait pas forcément envie de mettre l'accent sur la même chose. Parce que là aussi, ce sont nos styles respectifs. Donc, je vais te repasser la parole pour que tu nous expliques quel est ton dada à toi. Voilà, donc vous avez compris, il y a beaucoup de dada, et avec tout ça, il faut faire du cheval, mais avec plusieurs cavaliers et plusieurs montures, donc c'est pas toujours évident. Et donc, on a essayé de voir ensemble quel était un des dadas communs, et on en a trouvé un. Alors, vous allez comprendre petit à petit qu'il ne sort pas ici par hasard, qui, en tout cas, pour certains d'entre nous, a été un élément extrêmement structurant de notre pratique et probablement ce qu'on essaye de transmettre consciemment ou inconsciemment. Alors, on l'a appelé la place donnée aux analyses systématiques. Alors, du coup, j'ai essayé de faire quelques recherches. Alors, n'étant pas une bibliothèque ambulante, je ferai appel aux personnes qui ont autorité sur le sujet. On a été quand même assez surpris en reparcourant Comprendre le travail pour le transformer, de constater que finalement on parlait d'observation systématique,
mais que la notion d'analyse systématique, en tout cas dans la déclinaison que nous on peut y mettre, hein, ce qui a été retravaillé aussi dans les cours de Christophe, allait un petit peu plus loin, en tout cas était assez spécifique. Et on a essayé, alors du coup, comme on n'a pas trouvé la définition, elle existe peut-être, hein, on a peut-être mal cherché, on a essayé de trouver une définition, alors elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle n'est pas académique, mais on s'est dit ça pourrait ressembler à ça. Ça pourrait ressembler à un protocole, hein, donc on se met d'accord sur un certain nombre d'éléments clés, un protocole qui permet de produire des indicateurs rendant compte de l'activité, avec un grand A, de manière fidèle et continue. Alors vous avez compris, fidèle entre guillemets, puisqu'on va faire une certaine réduction, et donc fidèle dans la mesure de ce qu'il est possible de faire quand on réduit la réalité. Donc fidèle et continue, hein, continue la relation au temps et au déroulé physique de ce temps, avec, point sur lequel on insiste beaucoup, un top de début et un top de fin. C'est tout bête, mais c'est un élément extrêmement important pour nous. Dans une visée d'objectivation du réel, donc au travers duquel on va mettre en évidence un certain nombre de phénomènes, on va essayer de mettre en avant le poids de certaines variabilités, ce qui nous semble un élément absolument essentiel, parce que s'il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de régulation. Donc variabilité, régulation, et des conséquences en santé et performance. Donc dans un premier objectif d'objectivation, c'est pas facile à dire, mais également d'argumentation. Donc on se dit, bon, allez, c'est une proto-définition, mais qui nous semble importante parce qu'à chaque niveau, il y a des implications fortes sur ce qu'on va faire pendant les analyses systématiques, mais ce qu'on va faire avant, en parallèle, et la façon dont on va tirer des liens de tout ce qu'on aura vu avec ce zoom particulier. Alors, moi je voulais essayer de revenir, pour être concret, vous faire partager ma rencontre avec les analyses systématiques et le choc qu'elle a eu sur moi, en revenant un petit peu en arrière. À l'époque, j'étais étudiant à la MST d'Orsay, et mon premier TP terrain, alors je ne sais pas si c'était TP d'analyse systématique, mais TP terrain, consistait à aller faire un certain nombre de relevés en salle de traite. Et il y a eu alors on parle souvent, on dit qu'en ergonomie, je ne sais pas si on est doctrinaire ou autre chose, mais il y a souvent dans nos discours qui marquent on va dire du vocabulaire qui fait appel à la foi, la révélation, on y croit. Et là, pour le coup, je vais vous faire part d'une révélation à l'occasion de cette analyse du travail. Alors, pour situer un petit peu les choses, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est une salle de traite un petit peu particulière qu'on appelle la salle de traite roto-tandem. Comment ça marche? On rentre d'un côté et on sort de l'autre. Mais tout ça est mobile, c'est-à-dire que la vache va rentrer dans la case numéro 1, va faire un parcours de 1 jusqu'à 3 où on va faire un certain nombre de branchements, de nettoyage, et elle va poursuivre son chemin jusqu'à sortir à la case numéro 12. Donc ainsi de suite, et c'est de cette manière-là qu'on va rentrer les 120 vaches et que les 120 vaches vont ressortir. Donc le travail de l'animalier, qui est dans cette zone-là, consiste essentiellement à préparer l'animal, à brancher et vérifier que le décrochage automatique et que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Et puis il va donner une petite tape à la bête là, quand elle reste un petit peu bloquée à la case numéro 12 pour que ça sorte. En gros, qu'on ait un cheminement relativement fluide et que tout se passe bien. Alors la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va aller analyser? Et alors du coup, comme on est étudiant, on n'a pas trop de référentiels. Moi, j'avais quelques cours d'ergonomie, j'avais quelques cours qui avaient été faits par, à l'époque, je crois que c'était Donny Olchaud qui avait dû passer, nous faire quelques cours sur le nettoyage des sanitaires, etc., avec quelques modèles, voilà, donc un bagage très faible. Mais moi, j'avais compris que des fois, dans le travail, ça se passait bien et des fois, ça se passait moins bien. Donc je me dis, tiens, peut-être ça peut m'aider à sélectionner un top de début, un top de fin. Et donc le réel a ça de particulier que quand on y va, on trouve toujours des choses qui se passent bien et des choses qui se passent moins bien. Et comme par magie, ça se présente dans la même observation. Je dis, tiens, on va prendre ça en compte et on va essayer de comparer la partie de traite qui se passe bien avec la partie de traite qui se passe moins bien. En parallèle de ça, il y a eu des échanges avec l'animalier et on avait compris que la tâche qui était sollicitante, c'est ce que vous voyez là sur la photo, c'est d'arriver à brancher
l'EPI, dans un minimum de temps avec un maximum de fiabilité, en composant avec l'animal qui peut avoir tendance à bouger, et que ça, c'était effectivement un travail à bout de bras, et que si on était obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, ça faisait mal dans les bras. Et que souvent, quand on s'y prenait à plusieurs fois, c'est que également les vaches n'étaient pas forcément très bien disposées, et que souvent c'était la rentrée des vaches qui posait problème ou la sortie. Et que donc l'animalier était obligé de sortir de sa salle de traite pour aller pousser les vaches pour qu'elles rentrent bien et qu'elles sortent mieux. Donc des déplacements avec, là pour le coup, un coût physiologique, etc. Et donc des conséquences négatives à ce niveau-là. Donc l'hypothèse, c'était de se dire, si on mesure les choses avec la phase de début et la phase de fin, on devrait voir des choses qui évoluent. Et notamment, moi l'hypothèse, c'était que comme le chrono déroule, brancher la vache, on est obligé, faire en sorte qu'elle rentre bien et qu'elle sorte bien, ça on ne peut pas jouer là-dessus. Et l'hypothèse, c'était, à un moment donné, il va chanter des tâches de nettoyage pour essayer de s'en sortir, pour gagner du temps. Alors ça nous cache le texte, voilà. Et donc, quand on fait les analyses systématiques, on découvre que, contre toute attente, le temps consacré au lavage et la diversité des tâches de lavage sont inchangés selon que ça se passe bien ou que ça se passe mal. La variable d'ajustement n'était pas le nettoyage. Alors, ça peut paraître bébête, parce que l'hypothèse était un peu simpliste, mais sur le coup, ça m'a fait un choc, parce que j'ai quand même passé plusieurs temps à refaire les règles de 3, parce que ce n'était pas le même nombre de vaches. Je me dis, je tombe pratiquement à la seconde près sur la même valeur. J'ai dit, mais il y a un problème. Et jusqu'au moment où je me suis décidé de sortir de ma chambre et d'aller voir l'animalier en question pour lui poser la question, je me suis planté, il va falloir refaire les analyses. Et il me dit, non, effectivement, contrairement à ce que tu as dans la tête, ça ne se passe pas comme ça. S'il y a des problèmes, la durée de traite s'allonge. Et ça me rappelait une phrase que j'avais eue à l'occasion des cours. C'est quoi un diagnostic? C'est quand on arrive à formuler les choses du type, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les choses sont plus compliqué que prévu, et ne se passe jamais tout à fait justement comme imaginé au départ. Et donc moi, c'était l'enseignement qui a été vraiment très fort pour moi, c'est le réel ne se laisse pas attraper aussi facilement, même quand on a passé du temps sur le terrain, il est toujours plus riche que prévu, et il y a urgence à ne pas faire les questions et les réponses, et donc de travailler à la fois les hypothèses et l'analyse de ces résultats avec ceux qui ont vraiment vécu la situation. Donc ça peut paraître un peu évident, mais c'est un point extrêmement important. Et qui, du coup, dès mes premières pratiques d'ergonome consultant, donc là on arrive en 97, a mis en avant l'importance d'aller regarder les choses finement et de pouvoir mesurer les choses de façon très, très approfondie. Alors là, on va essayer de planter le décor. Donc là, on est sur une ligne de désossage. Le travail, alors je vais voir avec la souris, vous voyez la souris là? Ça va, vous arrivez à me suivre? Donc le travail consiste à récupérer des poitrines de porc qui sont accrochées sur une balancelle. Donc là, vous avez un petit bonhomme en blanc qui s'appelle l'approvisionneur. Son travail consiste à décrocher les poitrines, à alimenter une décoineuse qui elle-même va alimenter un tapis qu'on devine derrière, ici, qui alimente chacun des postes de travail avec des poitrines qui se présentent sur le côté droit de l'opérateur, ou gauche, puisqu'il y a une série de 6 opérateurs d'un côté et de 6 de l'autre. Le travail des osseurs consiste à prendre la poitrine sur le tapis, à la disposer sur leur table et à enlever les os avec un couteau, à les éliminer sur un tapis qui va récupérer les os en hauteur, à mettre les morceaux de gras dans un bac rouge et à faire quelques découpes complémentaires de manière à ce que la poitrine soit reprise sans les os par des pareurs qui sont hors champ ici, qui vont retravailler le cahier des charges final. Donc là, pareil, des constats qui sont sortis assez rapidement. L'élément structurant du travail, c'était finalement de constater que les premiers postes sont dans des configurations beaucoup plus favorables que les derniers. Les premiers prennent les meilleures pièces, les plus faciles à travailler. En plus, il y a une comptabilisation à la pièce. Dès qu'on a réalisé une pièce, on appuie sur un petit buzzer et ça vous fait la quantité que vous avez fait à la journée et donc la prime que vous aurez à la fin de la journée. Donc très rapidement, quand on va sur le terrain et qu'on fait les premiers groupes de travail, ce qui ressort de façon nette, c'est si on veut passer une bonne journée, il vaut mieux être au premier poste parce qu'on prend les meilleures pièces et on va avoir le meilleur rendement et ça va très bien se passer. Par contre, si on est au dernier poste, on va récupérer toutes les pièces que les collègues n'ont pas pris et ça va être beaucoup plus difficile. On dit ok, ça c'est de l'ordre du discours, mais comment on peut en rendre compte? On s'est dit, tiens, les analyses systématiques peuvent peut-être nous aider. Alors, juste pour découvrir, pour faire un petit zoom sur le premier poste,
Donc là, on découvre notre opérateur en premier poste, qui a son stock de poitrines ici en réserve, mais qui sont des bonnes poitrines, et qui là s'est interrompu dans son geste de travail pour justement reconstituer son stock de bonnes poitrines qui va lui permettre de passer une bonne journée puisqu'il aura des bonnes poitrines, il aura un bon rendement, des pièces faciles à travailler et il va avoir le sourire. On a, alors je ne sais pas si vous le voyez bien parce que sur l'écran c'est un peu blanc, mais on s'est dit il faut absolument rendre compte de cette activité du premier opérateur. Donc là on a mesuré sur une échelle de temps de 0 à 10 minutes le temps consacré au désossage, donc là vous avez une prise de poitrine, je désosse, j'affile mon couteau et ainsi de suite. Donc là un certain nombre de cycles en continu avec des choses qui nous semblaient également importantes et qu'on va voir pourquoi tout à l'heure. Les petits dessins qui sont là sont des coups d'œil. Alors quand c'est en blanc c'est vers l'avant du tapis et quand c'est en jaune c'est vers l'arrière. Donc des cycles de désossage, des cycles d'affilage, et puis des petits coups d'œil d'un côté ou de l'autre. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, vous allez vite comprendre la différence entre cette activité physique et cette activité de direction des regards, entre le premier et le dernier poste. Alors là, on va maintenant sur le dernier poste. Est-ce que vous voyez l'opérateur? On le devine ici. Donc là, il s'est interrompu, non pas pour prendre des bonnes pièces, mais parce qu'on lui a rappelé qu'il avait laissé passer une pièce dont personne ne voulait, et là il est urgent pour lui de le récupérer parce qu'effectivement on a une pièce avec des os qui se retrouve dans une zone où normalement il n'y a que des pièces qui ont déjà été désossées. Et donc là il est pris en flagrant délit de s'interrompre pour récupérer cette pièce, et là il a des stocks de pièces, il a quelques produits ici qui sont des produits en attente qui vont être beaucoup plus durs à travailler. Et donc on a fait la même analyse. Au passage, l'indication de la direction du regard a été orientée non pas par hasard mais par cette petite photo où on montre finalement ce qui se passe dans le regard de la personne qui, au lieu d'avoir les yeux sur son produit de manière à éviter de taper le couteau dans les os et de faire du bon travail, a les yeux en permanence rivés sur le début de tapis pour être sûr de ne pas rater une pièce et avec l'inquiétude qui demeure de savoir si tout à l'heure il aura encore des produits à traiter. Et voilà l'analyse systématique qui a le mérite de se passer de beaucoup de commentaires, qui montre de façon factuelle sur une échelle de 10 minutes. On devine la différence d'activité à la fois physique et cognitive de notre opérateur selon qu'il est en première position ou en dernière position. Un des éléments caractéristiques, c'est, je ne sais pas si vous avez fait attention à ces petites barres bleues que je n'ai pas commentées, c'est à chaque fois qu'on s'interrompt pour prendre des pièces alors qu'on est en cours de cycle. Tout à l'heure, on en avait 6 et au maximum une par activité de désossage, et là on s'aperçoit qu'on en a pratiquement 3 fois plus, et que parfois par paquet, on en prend jusqu'à 4, ça veut dire que là on est vraiment dans cette activité voiture-balai qui va se renouveler à plusieurs reprises, qui va avoir des incidences sur l'allongement du temps de cycle de désossage, qui va avoir des incidences sur la qualité des temps d'affilage, il y en avait 3 tout à l'heure, il n'y en a que 2, alors, je vous présente qu'un bout de l'analyse, et aussi sur des temps sans activité, où l'opérateur attend que le produit arrive et en phase de non-travail. Donc les enseignements, grâce à ces analyses systématiques, ça a été de comparer effectivement des temps de cycle, des directions de regard, des fréquences d'affilage, et de voir assez rapidement que finalement le ressenti du point de vue de ceux qui font le travail en première ou dernière position était corrélé aussi avec la fameuse question de la performance, finalement des pertes de productivité qui pouvaient varier entre 10 voire 20%. Et que donc il y avait une relation entre finalement le ressenti au travail et la performance du travail sous l'angle uniquement de la productivité. Alors, on avait fait une analyse beaucoup plus globale. Alors le graphique que je vous explique, il est assez simple. Là vous avez une ligne où vous avez un certain nombre d'histogrammes. À chaque histogramme correspond un opérateur, et pour chacun des opérateurs, je vais prendre le premier là c'est l'opérateur numéro 1, on a pris la pile de ses rendements quand il était au premier poste et la pile de ses rendements au dernier poste, et on a fait la différence. Et pour cet opérateur-là, quand il est en première position par rapport au rendement qu'il a quand il est en dernière position, on a moins 12%. Et ainsi de suite pour les 12 opérateurs qu'on a réussi à peu près à isoler. Avec des chiffres qui sont au-dessus, il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte, mais on voit que la tendance est nette, on retrouve bien ces 15-20%, et non pas là à l'échelle des 10 minutes, mais à des échelles de plusieurs mois qui avaient pour effet de prendre en compte l'ensemble des variabilités, produits, équipes, etc., etc. Donc là, ça a été un point extrêmement important.
comment l'analyse systématique sur 10 minutes à des moments choisis, finalement, permettait de révéler des stratégies implicites et une réalité à prendre en compte autour des approvisionnements, choisis, subis, l'enjeu de justement pouvoir s'approvisionner pour se désynchroniser du système d'approvisionnement et tous les effets systémiques qu'il y avait en cascade derrière. Et donc tout ça a permis de préparer derrière finalement des axes à travailler assez originaux pour voir quels étaient les points à prendre en compte pour transformer cette fameuse ligne de désossage avec 2 points d'appui. Un point clé qui était, si on avait une nouvelle ligne qui permettait de réduire l'impact de ces interruptions dans les gestes de désossage et de faciliter une activité qui se concentre sur la pièce et qui facilite ces gestes d'approvisionnement, probablement il y aurait des choses intéressantes à travailler. Donc là, on l'avait modélisé sous cette forme à l'époque en montrant que ce qui se passe dans les bras est bien en relation aussi avec ce que les yeux et le corps arrivent à faire en termes d'approvisionnement et de gestion du travail en dynamique. Donc voilà, l'intérêt des analyses systématiques, dans ce cas qu'on balaye un peu rapidement, mais a été vraiment de se dire l'enjeu de se recentrer sur l'activité pour faire des choix d'observation, à quel moment on vient, qui on filme, qu'est-ce qu'on mesure, comment on en rend compte de façon assez visuelle, pour faire basculer un petit peu les choses et aider à faire finalement les bons choix par rapport à ce qui expliquait l'origine des difficultés rencontrées et par rapport aux axes qui seraient à retravailler pour transformer. Donc l'analyse d'activité, dans ce cadre-là et à plusieurs reprises, a eu cette vertu d'aider à faire des choix, d'aller sur des éléments extrêmement fins du réel et d'aider à savoir sur quoi il serait nécessaire d'agir. Et donc, là, je vous ai présenté qu'une expérience, mais depuis 20 ans que je fais ce travail-là, quand on est en difficulté, à chaque fois qu'on a fait une analyse systématique, à chaque fois, on a découvert des choses nouvelles par rapport à ce qu'on avait imaginé, et notamment ces petits traits bleus, là, c'est en les relisant à plusieurs reprises que j'ai vu, mais là, il y a vraiment des implications et des fils à tirer par rapport aux questions d'approvisionnement qui ne sont pas seulement je fais plus ou moins de pièces, je tends un peu plus le bras, mais l'enjeu de ce découplage, comment finalement être performant sur une ligne où on est tous à la queue leu-leu, c'est arriver à se désynchroniser par rapport au flux d'entrée et la variabilité du travail que je dois réaliser sur mon poste. Donc, au travers de cet exemple-là et de bien d'autres, c'est de se dire les analyses systématiques, c'est long, c'est coûteux. On pourrait reprendre le slogan, c'est cher, c'est pas facile, mais ça peut rapporter gros. On va avoir beaucoup d'investissements, mais quand elle est bien menée et quand elle est sur les bons indicateurs, souvent ça bouge les lignes. Et ça, quelque part, ce soin qu'on a à décortiquer, à mesurer, à remesurer, il nous a semblé, enfin en tout cas pour moi, que ça fait maintenant partie de mon patrimoine génétique d'ergonome, que moi-même j'ai hérité probablement de quelques Danielou, Durafour, et je ne pourrais pas tous les citer, qui fait que quelque part c'est un marqueur fort. Ça ne veut pas dire qu'on fait des analyses systématiques à chaque fois, mais souvent quand même, et qu'on sait que si on en a besoin, on pourra mobiliser. Et jusqu'à preuve du contraire, des analyses systématiques qui mettent en écho ce que Nathalie a présenté tout à l'heure, nos connaissances, nos modèles, les finalités, on est un peu les seuls à le faire. Et quand à un moment donné on est chahuté et on ne sait plus où on habite, c'est extrêmement important d'avoir quelques outils, pas l'outil en lui-même, mais l'outil avec la démarche qui sous-tend, de savoir que ça c'est à nous et que ça fait notre identité. Donc résumé en quelques termes, mais peut-être Nathalie pourra compléter. Voilà, je propose à l'auditoire, un point clé, la réalité est ailleurs, c'est pas en surface mais c'est en profondeur dans l'activité. Elle est toujours plus riche que prévu, c'est de l'or en barre, pour comprendre, former et transformer, ça c'est notre valeur ajoutée. On a les moyens d'y accéder, mais pas parce qu'on est ergonome, mais parce qu'on a bossé pour y arriver, et que ça sous-tend des méthodes et aussi une démarche. Et que ça, c'est notre force, et quand on ne sait pas où on habite, c'est bien de prendre conscience de nos forces. Voilà, merci à vous. On a essayé de rattraper le retard.